Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer au troisième orateur de cette dernière partie de l'après-midi, pardon, j'en étais encore à la matinée. Bertrand Lionel Marie, à qui je demande de bien vouloir me rejoindre, puisque le thème qu'il va aborder, c'est bioéthique et écologie, et que précisément, le lien était fait, je crois, avec la dernière diapositive. Vous êtes avocat et vous êtes aussi délégué général des associations familiales catholiques. Je ne me trompe pas? Pas du tout. Eh bien voilà. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais ça revient au même. Ça revient au même. Secrétaire général. Eh bien c'est parfait. C'est à vous la parole. On vous écoute avec attention. Le délégué, c'est Pierrick. Chers amis, vous devez être fatigués, moi aussi un peu. Mais c'est en tant que secrétaire général donc, de la Confédération nationale des associations familiales catholiques que je m'adresse à vous aujourd'hui, et donc d'une certaine manière au nom des 300 associations familiales catholiques présentes partout en France. Je me permets ce petit propos introductif juste pour rappeler quand même quelque chose, pour dire qu'on ne vient pas de nulle part. Celle-ci œuvre depuis plus de 100 ans à promouvoir, notamment à l'UNAF, une vision de la famille éclairée par l'enseignement social de l'Église, experte en humanité. Les AFC, c'est 30 000 familles. Ça devrait être beaucoup plus, d'ailleurs. Tout à l'heure, Joseph Touvenel parlait de Solidarność. Et il se trouve que je rentre de Gdansk. Solidarność, il y a eu, en très peu de temps, 10 millions de militants à Solidarność, un quart de la population polonaise. C'est sûr que s'il y avait plus de personnes engagées aux associations familiales catholiques, plus de familles engagées, on aurait plus de poids au sein de l'UNAF, ce qui n'est pas exclusif d'autres engagements à Vita ou à la Manif pour tous, évidemment. Donc les AFC, c'est 30 000 familles avec leurs joies et leurs peines, des grossesses, des naissances, mais aussi l'accueil d'un enfant porteur de handicap, des familles fragilisées, des couples qui tanguent, et aussi des engagements concrets pour l'écologie et encore des actions de formation, notamment en matière affective et sexuelle. Ces propos préliminaires tenus, il m'appartient de définir sommairement les deux termes de cette intervention, écologie et bioéthique. D'abord, je dois dire que je suis intéressé par ce sujet, d'une part parce que je suis avec mon épouse qui est quelque part en charge aussi du secteur bioéthique à la Confédération, mais aussi parce que depuis que je suis enfant, j'aime observer les oiseaux. Et la deuxième autre raison, c'est que je suis depuis peu apiculteur amateur. Et donc ce couple écologie et bioéthique, je trouve que ça vaut le coup de l'explorer. Je vais le faire de façon évidemment assez sommaire et artisanale ce soir, mais je pense que nous avons intérêt à investir ce champ de réflexion. L'écologie peut être définie comme la branche des sciences de la vie consacrée à l'étude des relations nouées par les êtres vivants, ou, en d'autres termes, des écosystèmes. Et la bioéthique, de façon très sommaire évidemment, peut être définie comme l'étude des problèmes éthiques posés par les avancées en matière de biologie et de médecine. J'en viens à mes deux parties. Si je suis trop long, vous me faites des grands signes. Première partie, prise de conscience écologique, point d'interrogation. La deuxième partie, ce sera un étrange paradoxe et une même origine. Première partie, prise de conscience écologique avec un point d'interrogation. Comme le dit le pape François, vous avez sûrement lu comme moi l'encyclique Laudato Si, notre maison commune traverse une crise écologique sans précédent. Dérèglement climatique, on ne peut pas ne pas le savoir aujourd'hui, pollution des océans, des fleuves, des sols, épuisement des ressources naturelles, extinction de masse des espèces animales. À s'en tenir seulement à cette dernière réalité, moins médiatisée que la crise climatique et les marches pour le climat, on peut relever qu'en 30 ans, environ 80% des insectes volants auraient disparu d'Europe. Et dans cette même Europe, 15% des oiseaux, 42% des mammifères et 32% des amphibiens sont menacés d'extinction. En France, pour en revenir aux oiseaux qui m'intéressent, comme je vous disais, plus des 2/3 des 277 espèces d'oiseaux qui s'y reproduisent régulièrement est menacée à des degrés divers. Bref, la 6e extinction de masse est en marche. 80% des Français étant urbains et donc peu en contact avec la biosphère sauvage, une prise de conscience est partant rendue
difficile. La vie disparaît. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire un ouvrage tout à fait intéressant qui a été publié chez Limite, qui s'appelle « La vie oubliée, crise d'extinction, agir avant que tout s'effondre ». D'aucuns, comme le pape François, face à cette vie qui disparaît, à cette crise écologique, considèrent à juste titre que les réactions sont faibles, que la prise de conscience écologique est lente ou insuffisante. Concernant la seule perte de biodiversité que je viens d'évoquer, il écrit « Il est nécessaire d'investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes. En effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration. » Et je souligne, « Et tous, en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. » Alors les dubitatifs, les prophètes de malheur et autres collapsologues qu'évoquait tout à l'heure M. Alexandre ne manquent pas d'arguments. En effet, des changements fondamentaux sont-ils intervenus depuis les alertes des précurseurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et même avant. Et je trouve que dernièrement, je suis allé revoir Oncle Vania d'Anton Tchekhov, 1898. Et Tchekhov fait dire à un médecin, lui-même était médecin, un certain Astrov, « L'homme est doué de raison et de force créatrice pour augmenter ce qui lui est donné, mais jusqu'à présent, il n'a pas créé, il a détruit. Il y a de moins en moins de forêts, ça c'est pas vrai en France, le gibier a disparu, c'est pas vrai non plus, mais le climat est gâté, et chaque jour, la Terre devient de plus en plus pauvre et laide. La Terre devient de plus en plus pauvre et laide. » Anton Tchekhov, 1898. Et pour citer une référence plus récente, en fait, au lendemain de la guerre, un grand naturaliste qui est connu dans les milieux écologiques, grand naturaliste et grand artiste animalier aussi, écrivait dans un livre de 1946, Nature et mécanisme, « Le front de l'économie s'avance dans la nature sous forme de gadous, de ferrailles, de clos d'équarrissage et de baraques de chiffonniers. Ce qui reste de la nature, c'est des endroits mal commodes, de peu de valeur, d'une exploitation peu rentable. » On peut d'ailleurs se poser aussi la question de cette prise de conscience, même depuis la création du ministère de la protection de la nature et de l'environnement. C'était en janvier 1971. Son premier titulaire, un certain Robert Poujade, écrira bientôt que c'est le ministère de l'impossible. On peut se demander d'ailleurs si Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, dirait aujourd'hui autre chose de son ancienne fonction. Donc c'est pour ça que je mettais un point d'interrogation à prise de conscience écologique. Il reste toutefois possible de dire qu'une prise de conscience écologique est bien en cours, en particulier dans les jeunes générations. En témoignent notamment les marches pour le climat, déjà évoquées, les démarches de limitation des déchets. Certains sont plus compétents que moi pour parler de ça, des achats en vrac, de l'interdiction des sacs plastiques, les Repair Café, j'en passe, c'est les meilleurs, les initiatives de permaculture, etc., etc. À la suite, le gouvernement déclare avoir fait le choix de s'engager plus avant sur l'écologie, c'est de verdir le deuxième acte du gouvernement Philippe. Le Premier ministre ayant fait récemment sa rentrée médiatique à Roubaix sur le thème du zéro déchet, et il déclare à cette occasion « C'est bon économiquement, bon écologiquement, bon socialement ». J'en viens à ma deuxième partie qui s'intitule donc « Un étrange paradoxe et une même origine ». Un étrange paradoxe, première sous-partie. C'est les professeurs de droit qui nous ont appris à faire des parties sous-parties, que je vois le professeur Drago devant moi. Alors que nous sommes de plus en plus conscients de la crise écologique et de la nécessité de poser des limites aux interventions de l'homme sur notre environnement, nous n'avons pas conscience de traverser une crise bioéthique. Je dis nous, je dis collectivement, disons notre société. Alors que de plus en plus de nos concitoyens aspirent à une transition écologique, dont l'un des volets est la transition énergétique, avec toutes les conséquences associées, y compris sociales, nous n'avons aucunement la volonté d'entamer une transition bioéthique. Bien plus, la bioéthique et sa traduction dans un corpus législatif et réglementaire mouvant devient, révision après révision, la porte ouverte à des glissements et relâchements successifs, à de nouvelles transgressions, quand elle ne sert pas tout bonnement d'alibi pour répondre à des demandes dites sociétales qui n'ont, au fond, rien à voir avec des évolutions biomédicales. Il faut savoir en effet que la première insémination artificielle humaine a été réalisée par un certain Hunter en 1790.
Donc l'IAD, l'insémination avec donneur, dont on parle pour les femmes demain, la première insémination artificielle humaine, 1790. Ces évolutions, ces demandes sociétales n'ont pas non plus grand-chose à voir avec la médecine. Excusez-moi cette petite observation pas très glamour, mais une auto-insémination intravaginale peut tout à fait être faite sans l'aide d'un gynécologue par la cliente française d'une banque de sperme étrangère. Comme le dit notamment Jacques Testard, l'insémination artificielle s'était pratiquée en médecine vétérinaire bien avant que ce soit pratiqué en médecine humaine. Le même Testard, ancien directeur de recherche honoraire à l'INSERM et père scientifique d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, 1982 pour mémoire, dit à propos de ce cadre qui se relâche de la bioéthique, à chaque fois, donc on ne peut pas considérer que Jacques Testard est un dangereux réactionnaire, à chaque fois, on évolue vers une plus grande libéralisation. Personne ne propose jamais d'interdire ce qui était autorisé. C'est vrai que dans les états généraux de la bioéthique, personne n'a même essayé de dresser un constat de ce qui existe et des limites. Pour compenser, continue Testard, on parle d'encadrer les pratiques, on confie la gestion des limites à des autorités qui seraient par principe non critiquables. Le CCNE, que vous connaissez bien, ou l'ABM, l'Agence de biomédecine par exemple. Mais cette dernière est au service de la science, elle aussi, et se laisse griser par les progrès de la médecine. Dans ce contexte, on peut se demander ce que signifie l'invocation de l'identité bioéthique de la France, que vous avez sans doute vu dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la bioéthique, et quelle est la portée pratique des expressions « donner des repères à tous », si ces repères ne font qu'évoluer au fil des révisions, ou encore « axe structurant », cadre maîtrisé, si ce cadre ne fait que changer de révision en révision. J'en viens à mon paradoxe, peut-être, qui a été bien posé par une des intervenantes aujourd'hui dans un livre qui s'appelle, Chantal Delsol, pour la nommer, qui s'appelle « Les pierres d'angle, à quoi tenons-nous » Chantal Delsol écrivait « On peut se demander par quelle défaillance de la raison nous récusons l'homme prométhéen quand il s'agit de la nature et de la terre, et couronnons l'homme prométhéen quand il s'agit de la procréation et de la sexualité. Nous n'avons pas compris que notre responsabilité ici écologique suppose notre inscription dans un monde lequel nous engage. Être responsable veut dire être dépendant. Permettez-moi de tenter d'illustrer un peu ce paradoxe par quelques exemples. Ça va ? Vous tenez le coup. Premier exemple. Si nous nous inquiétons à juste titre de l'artificialisation des sols agricoles et de son impact sur la biodiversité, sur l'écoulement des eaux, sur les paysages, et souhaitons donc le limiter, ou la limiter, puisque c'est l'artificialisation, nous comptons comme un progrès que 3,10% des enfants, soit un enfant dans une classe de trans, naissent d'AMP en France en 2015. 24 839 naissances. Alors qu'il n'était qu'1% en 1994, soit une augmentation de 200% en 20 ans. Nous devrions pourtant nous interroger sur les causes, notamment environnementales, de cette augmentation des infertilités médicalement diagnostiquées. Comme l'écrit encore une fois Testard, décidément, la biomédecine qui a inventé l'économie des gamètes avec la FIV ICSI, ICSI, tout le monde connaît, intracytoplasmic sperm injection, je parle sous le couvert de Caroline, devrait prospérer longtemps sur les crimes commis contre l'environnement. Deuxième exemple, si nous prenons à juste titre le zéro déchet, nous considérons comme une donnée non questionnable que ces 24 839 naissances sus-évoquées s'accompagnent de 221 538 embryons surnuméraires en attente d'un hypothétique projet parental à fin 2015, soit une augmentation de 18,6% depuis 2012, dernière révision de loi de bioéthique 2011. Troisième exemple, si nous nous inquiétons à raison de la diminution des populations d'Apis mellifera, notre abeille domestique, et d'autres insectes pollinisateurs, parce que ce n'est pas le seul insecte pollinisateur, les abeilles sauvages, les bourdons, causés notamment par les néonicotinoïdes,
nous ne prenons guère de mesures pour étudier et freiner la diminution sensible de la concentration spermatique chez l'homme, pourtant connue et documentée. Plutôt que de traiter les causes, on imagine parfois des palliatifs techniques. Certains imaginent ainsi de fabriquer des robots pollinisateurs, des robo-bees, d'autres des spermatozoïdes artificiels. Blanche nous parlait tout à l'heure des gamètes artificiels. Des spermatozoïdes artificiels, il y a une start-up à Lyon qui travaille sur la fabrication de spermatozoïdes artificiels. Quatrième exemple, s'il est permis de suivre l'évolution d'ailleurs incertaine des populations d'Alectoris greca, la Perdrix-Bartervel, pas mal, qui avait jadis fait la gloire du père de Marcel Pagnol, dans La gloire de mon père. Vous vous souvenez du coup du roi, du père de Marcel Pagnol. Il est étonnamment inaudible de s'inquiéter de la disparition programmée des pères par une loi de la République. Le petit Marcel n'aurait-il pas, au demeurant, pâti de ne pas avoir ce glorieux père ? Il est en tout cas certain que le récit, sans doute bref, qui pourrait s'intituler « La gloire de mon tiers d'honneur » serait moins savoureux. Cinquième exemple. Bon, je donne beaucoup d'exemples. Si vous en avez marre, vous levez le bras. Cinquième exemple. Si la compensation écologique participe de la louable et délicate recherche d'équilibre dans une société hyper technicisée, entre l'expansion économique, la frénétique instrumentalisation de toute chose, citation d'un couple qui s'est intéressé très tôt à l'écologie, pour une écologie chrétienne, Hélène et Jean Baster. La frénétique instrumentalisation de toute chose et la nature sauvage, difficile équilibre. Le paradoxe est que la vie de certaines espèces animales, y compris leurs œufs ou leurs nids, peut paraître mieux protégée que la vie de l'espèce humaine, en particulier au premier stade de son développement. Il faut en effet savoir que dans le Code de l'environnement, il y a des dispositions avec des peines d'amende très lourdes en cas de destruction d'espèces animales protégées, y compris leurs œufs ou leurs nids. Sixième exemple, c'est le dernier, rassurez-vous. Si enfin un défaut d'étude d'impact peut dans certains cas remettre en cause ou à tout le moins différer un projet d'infrastructure, en l'espèce c'était autoroutier, ainsi la présence du fameux scarabée pique-prune, je vous passe le nom latin, une espèce rare et protégée avait bloqué pendant 2 ans le projet de construction de l'autoroute A28. Les deux conditions que vous connaissez tous, pourtant expressément posées par le CCNE à l'extension de la PMA à toutes, ne sont toujours pas levées sans que le gouvernement français ne s'en soucie. Les deux conditions, c'était pour mémoire, le risque de marchandisation lié enfin vous connaissez ça par cœur, lié à la faiblesse de donneurs. Il y a 363 donneurs de spermatozoïdes en France. Et le deuxième, c'était l'absence d'études fiables concernant le devenir des enfants dans les familles homoparentales. Ce paradoxe posé et illustré, on pourrait sans doute multiplier les exemples, on pourrait réfléchir davantage, et ce qui sont l'origine de ces crises écologiques et bioéthiques. Le pape François voit à l'origine de la crise écologique l'anthropocentrisme moderne et le paradigme technocratique. Anthropocentrisme. Je cite Laudato Si. L'anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité. On parlait tout à l'heure de la réalité. Parce que l'être humain n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle offre un refuge vivant. Et le pape poursuit un peu plus loin. Quand on ne reconnaît pas dans la réalité même la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, pour prendre seulement quelques exemples, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate, écrit le pape au paragraphe 118. En d'autres termes, je vois que ça se précise. En d'autres termes, cette double crise écologique et bioéthique trouve son origine dans l'incapacité, ou plutôt le refus de l'homme d'accepter sa nature et ses limites. Tout à l'heure, Bérénice Levé parlait de l'acceptation de nos limites, d'accepter une réalité donnée, ou dit autrement un reçu.
Le pape Benoît, devant le Bundestag, le 22 septembre 2011, disait « L'homme est esprit et volonté, mais il est aussi nature, et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute, et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est, et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi. » Je passe une autre citation, mais il n'est pas anodin qu'une réflexion présentée le 18 juillet 2019 par les évêques de France s'achève par cette question de saint Paul, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Alors, c'est bon. Je voudrais juste illustrer ce que je viens de dire par une disposition de cette loi. Le sujet de l'autoconservation ovocytaire, parce qu'on est bien dans cette logique-là, en fait. La possibilité offerte par le projet de loi de procéder à une autoconservation ovocytaire participe de cette logique du refus d'une réalité. Plutôt que de réfléchir collectivement à des dispositifs permettant à des femmes qui en auraient le désir de procréer à un âge où elles en sont le plus fertiles, la loi encourage la mise en œuvre d'une technique naturellement marchande. D'ailleurs, à l'issue du passage en commission, les établissements privés pourront participer de cette conservation, qui leur laisse croire à ces femmes qu'elles auront aisément un enfant lorsqu'elles le seront moins. Deuxième brève observation sur le paradigme technocratique. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais à la suite de différents penseurs, le pape François relève que les objets produits par la technique ne sont pas neutres parce qu'ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie. Et il souligne « l'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. » Ça rejoint un peu le débat qu'on avait tout à l'heure. Je passe sur mes dernières illustrations et je conclus. En guise de conclusion, les AFC sont convaincus que les familles, cellules de base de la société, ont un rôle majeur à jouer dans cette transition écologique et bioéthique. Elles sont en effet, en dépit de leurs insuffisances et de leur fragilité, le lieu d'apprentissage, de l'émerveillement et de la contemplation, de la nature, du petit frère ou de la petite sœur qui vient de naître, etc. Le lieu où l'on apprend aussi à accueillir les plus fragiles, le lieu où une consommation responsable peut être mise en œuvre, le lieu d'une conversion écologique et aussi des sanctuaires de la vie. Merci à vous, Monsieur Lionel Marie. Merci pour votre intervention et votre argumentation.